le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto relève pour moi d'un acharnement. Ah bon? Relève pour moi, comme le dit le professeur Messanga Yamdim, de la kamtophobie et même de la persécution. Évidemment, le sujet lui-même, le professeur Kamto, n'est pas exempt de reproches dans ce qui lui arrive. On pourrait dire qu'il a donné lui-même à ses adversaires, à ses persécuteurs, le fouet qui permet de faire de lui ce qu'il vit aujourd'hui. À quel niveau il a donné le fouet à ses adversaires? Par exemple, en ne se présentant pas avec son parti, le MRC, aux élections de 2020. Vous pensez donc que 2020 rattrape quand en 2025? Aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est, on dit souvent dans une sagesse bien de chez moi, oui. Il ne faut pas regarder là où on est tombé, il faut regarder là où on a trébuché. Et là, je ne parle pas du professeur Maurice Kamto. Dans cette je parle du système qui est le nôtre. Il faut bien comprendre que nous sommes dans un régime vivant, un régime politique de roublardise, un régime politique de malin. Je vais dire ça comme ça. Parce que comprenons bien, lorsque on est un parti politique, on a sa liberté, on doit en jouir. Aller à une élection ou ne pas se présenter à une élection. Je l'accorde au professeur Maurice Kamto pour 2020. En d'autres termes, je lui accorde des circonstances atténuantes. Mais on doit compter sur le système. Non, laissons un peu comprenons bien. Attendez. Bien. Je parle du système. Non. Je passe à parler aux juristes. Oui. Moi, je voudrais qu'on entre dans le droit. Non. J'en viens. On finit d'avoir le droit et après on va parler du système. Non, je vais vous aider dans l'analyse en vous posant une question. Alors, nous avons lu certains documents. On dit d'abord que les documents que M. Kamto a eu à signer, certains devaient être signés soit par le préfet, soit par le gouverneur, mais lui, il est plutôt allé signer dans un commissariat. Attendez d'abord, j'aurai l'analyse du juriste tout à l'heure. Deuxième chose, on parle de la pluralité d'investiture par l'Humanidem. Est-ce que cela également est établi? Allons-y donc. On commence par la première proposition. Et là, c'est le juriste qui parle. Voilà. Il existe en matière de signature, de dispositions dans le code électoral. Lorsque un candidat entend être investi, entend se présenter à une élection, nous parlons de l'élection présidentielle, on lui demande de faire légaliser sa signature. La signature doit être légalisée pour qu'on s'assure que c'est bel et bien lui qui a posé la signature. On légalise donc les signatures à tous ces endroits connus de tous, dans les postes de police, auprès des autorités administratives, auprès des mairies et que sais-je encore. Tout ce qui est attendu, c'est que la signature soit légalisée. Maintenant, il y a une autre disposition du code électoral qui concerne les signatures que doivent apposer sur les, comment dirais ça, les lettres de présentation de candidature pour ceux-là qui veulent voir investir un candidat indépendant. Les 300 signatures exigées, c'est-à-dire 30 par région, doivent être signées, signature légalisée. Là, ce n'est pas partout parce que la loi ici devient un peu restrictive et parle d'autorité administrative, notamment du pouvoir de déconcentrer, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs. Parce que justement, les signatures en question sont rattachées à la territorialité, puisqu'on exige 30 signatures par région. Il faut bien que cela soit, la procédure de légalisation de ces signatures-là se fasse au niveau de la territorialité. Cette procédure n'était pas... Ça veut donc dire que la signature que j'ai vue qui a circulé dans les réseaux sociaux, qui est d'ailleurs la même en termes d'autorité,
légalisatrice de la signature que celle qu'a présentée mon candidat, le candidat du Parti Univers, Akere Mouna. Donc c'est un faux débat et je rejoins très bien de ce point de vue. Alors, et que dites-vous sur la pluralité d'investiture? Je peux vous dire que j'ai eu des frissons quand j'ai lu des motifs de rejet. Oui. Et je me suis dit, mais le Parti Univers et mon candidat l'a échappé belle. Pourquoi? Parce qu'on parle de pluralité d'investiture. Ça veut dire que dans le même parti, on a trouvé deux personnes qui ont investi deux candidats différents. On aurait aussi pu parler de double candidature. Et là, j'ai eu des frissons. Parce que le Parti Univers serait peut-être aussi tombé. Est-ce à dire que dès lors qu'on a une double investiture, ou, heureusement pour moi, on n'est pas allé jusque-là, une double candidature, les deux candidatures se valent-elles? Je ne le pense pas. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, deux personnes se discutent un lopin de terre. Et le sous-préfet arrive, puisque nous limitons encore à l'autorité administrative, et va demander à qui appartient ce terrain. Il y a un qui vous dira, j'ai le titre foncier, et le sous-préfet va se tourner vers l'autre et lui demandera de produire le titre qui lui permet de dire qu'il a droit de citer sur l'espace. Mais le sous-préfet ne dira pas, puisque vous vous chamaillez, tous les deux, libérez, sortez du terrain. Non. Ça veut dire que lorsqu'il y a une double investiture, une triple investiture, et l'ECAM, le conseil et l'ECAM, autorité administrative en matière électorale, doit étudier le dossier, ont besoin de se référer au ministère en charge de l'administration territoriale pour savoir qui des deux signataires de l'investiture en a qualité. Très bien. Ceci est vrai pour l'investiture, ceci est aussi vrai lorsqu'il y a pluralité de candidatures. L'autorité administrative doit chercher à savoir qui des deux ou qui des plusieurs est légalement habilité à signer pour que cela soit valable. J'ai entendu dire tout à l'heure. Au téléphone, il y a votre ami et frère, hein, et collègue Abba Yono qui s'impatiente au téléphone. Mais je reviens pour continuer. Vous aimez bien écouter Abba Yono, j'espère. Bon, depuis un certain temps, j'ai cessé de l'écouter comme je le faisais auparavant. Ce n'est pas important. Hein. Professeur Abba Yono, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, bonjour à mon frère. Professeur Roukou, en le fait, je ne cesserai jamais d'écouter, de suivre, même s'il a cessé de m'expliquer. Je souligne que le professeur Abba Yono est enseignant d'université, mais également juriste. Professeur Abba Yono, le débat de ce matin nous amène à analyser les candidatures qui ont été retenues par l'ECAM pour l'élection du 12 octobre à venir. Mais celle de Maurice Kamto nous intéresse effectivement. Alors, une affaire de droit ou une simple affaire politico-administrative? Je répondrai tout de go qu'il s'agit de la combinaison des deux facteurs que vous venez de dire. Et pourquoi est-ce que je le dis? L'intellectuel engagé que je suis, et corrélativement tenté par la force des choses dans le monde politique, ne peut qu'en être inclus. Et le point de droit que je vais opérer, d'ici, autant que faire ce que dans plus simple qui permet à tous les Camerounais de m'expliquer, vise à rassurer tous ces électeurs potentiels et effectifs qui soutenaient la candidature et qui continuent à soutenir la candidature du professeur Maurice Kamto. Donc il est vrai que les dossiers ne sont pas encore définitivement joués. Il y a un recours qui sera fait au Conseil constitutionnel. Et je puis vous assurer que je vais me mettre en première ligne avec les avocats. Alors, sur le point du droit, vous rassurez vraiment ces électeurs du professeur Kamto. Il faut retenir ceci, parfait, ici, que ce soit suffisamment clair.
Nous sommes dans une situation assez schématique, où la candidature a été introduite, et nous avons le résultat à la fin. Quand c'est introduit, c'est ce qu'on appelle l'input. Le document que vous avez lu s'appelle l'output. Par contre, nous ne savons pas ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est-à-dire la boîte noire d'Elcam. Nous savons simplement que la candidature a été rejetée pour un motif très clair. Pluralité d'investiture. Et c'est là où mon analyse juridique sera absurde. Je tiens à dire trois choses. Premièrement, au moins, je mets quiconque au défi de m'exciter dans le code électoral la disposition législative qui frappe d'irrecevabilité la pluralité d'investiture. C'est pour tout simplement dire que dans le code électoral, la notion de pluralité d'investiture n'existe pas. C'est une créature de l'État. Et c'est là où ça devient déjà très dangereux. Par contre, à partir de l'article 125 du Code électoral et certaines dispositions précédentes, on parle de la candidature. Ce que je tiens donc à dire, c'est que on ne peut opérer une déclaration d'irrecevabilité, c'est-à-dire de rejet de la candidature, sans texte ou au-delà des textes. Je dis bien clairement qu'il n'existe aucune disposition dans le code électoral qui sanctionne la pluralité de l'investiture par l'irrecevabilité. Ça n'existe pas. De un. De deux, nous avons reçu la motivation. C'est quoi la motivation en droit? Pour comprendre ce que c'est que la motivation en droit, rentrons dans le droit administratif que j'enseigne, que j'implémente auprès des tribunaux administratifs. La jurisprudence constante de la Chambre administrative, et pourquoi est-ce que j'évoque, Prosper l'a dit opportunément tout à l'heure, l'ECAM est une autorité administrative indépendante qui intervient dans le champ du service public et son activité juridique correspond aux décisions administratives. Et c'est elle qui est en cause ce rejet-là. Voilà ce que dit la jurisprudence constante de la Chambre administrative. L'administration est soumise au principe de l'égalité. Les autorités administratives. Chaque fois qu'une décision est prise, on doit se rassurer qu'elle respecte les canons du droit. De un. De deux, toute décision défavorable doit faire l'objet d'inscription des motifs. Et c'est quoi les motifs en droit administratif? Voilà ce que dit la Chambre administrative de manière constante. La motivation correspond, je cite, aux considérations de droit et ou de fait qui fondent la mesure prise. Considérations de droit et ou de fait. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'existe dans le code électoral aucune place de la pluralité de candidatures pour déclarer l'irrecevabilité. Et le juge administratif continue en disant ceci, que la motivation, les motifs doivent être aussi explicites et précis que possible. On rejette pour pluralité d'investiture. En quoi a consisté cette pluralité d'investiture? Au stade actuel de l'analyse, nous n'avons pas le fond de dossier. Nous n'avons que l'output. Le résultat que nous a produit l'ECAM. Mais justement, l'ECAM aurait dû motiver en étant plus explicite, en disant en quoi il y a pluralité d'investiture dans son imagination créatrice. On aurait dû, à la limite, parler de pluralité de candidatures. Donc, il s'agit là d'une formule purement déclaratoire et à tout le moins incantatoire. Pluralité d'investiture, ça signifie quoi? En quoi consiste la pluralité d'investiture? Nous n'avons pas cela. On continue. 3.
le Manidem n'était pas seul dans la situation. Nous savons bien que le RDPC également avait 2 candidats. Pourquoi n'a-t-on pas abouti au même résultat? N'y avait-il pas pluralité de candidats? Mais nous sommes là dans un cas patent de violation du principe d'égalité. C'est la raison pour laquelle on dit que cette décision sera contestée devant l'instance compétente, c'est le Conseil constitutionnel, dès la semaine prochaine. Et pour appuyer sur l'illégalité patente de cette mesure, mais soyons sérieux parfait ici. Au-delà du code électoral, il y a des instruments normatifs internationaux qui confèrent à tout citoyen le droit de participer, le droit de participation politique à la gouvernance de son pays. Nous avons ratifié tous ces instruments normatifs internationaux conférant des droits à tous les citoyens. Et notre constitution est très claire. Tous les citoyens, les droits conférés aux citoyens sont inaliénables et sacrés, c'est-à-dire qu'on ne peut y déroger. C'est pour ainsi dire, en tout état de cause, qu'il s'agit d'une tricherie juridique qui ne passera pas, que l'on ne va pas gober, que l'on va porter devant l'instance compétente. Merci, maintenant, je vous ai également dit pour chuter, s'il vous plaît, passez ici, pour oui, chuter. chutons, professeur. Oui, pour chuter. Je suis d'avis avec vos frères et mon frère et collègue, M. Nyambi, pour dire qu'il s'agit d'un acharnement politique. Quand mon frère Elimbi Lobert, la présidente, dit que Maurice Kamto ne fait pas l'objet d'un acharnement, je le prends à témoin. Je le suis chaque dimanche. C'est lui qui a déclaré à Mondo Vision la semaine dernière qu'il nourrit une haine viscérale contre Maurice Kamto. Il l'a dit. Et dans des débats antérieurs, mon frère Elimbi Lobert, qui est là parce que c'est mon frère Sawa, a déclaré qu'il assume son tribalisme. Vous voyez donc que si un simple particulier peut assumer cette situation, c'est qu'il a tient de ce que le pouvoir a instillé dans nos esprits. Parce que, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un tribalisme d'État qui ne dit pas son nom. Et il y a des signaux avant-gardistes et avant-coureurs que l'on peut relever. Avant même que Maurice Kamto n'introduise sa candidature, on a vu les ministres de la République s'agiter autour de sa candidature. Et déclarant même qu'il ne sera pas candidat. Chacun connaît la position du tam-tam du gouvernement. C'est le ministre de l'administration territoriale vis-à-vis de la personne de Maurice Kamto. Et je continue. Avant même... Professeur Abayono, il vous reste exactement 30 secondes. Merci. Avant même que l'Étam ne déclare les résultats, les villes de Douala et de Yaoundé faisaient l'objet d'un encadrement sécuritaire à nul autre pareil. Voilà donc autant de signes avant-coureurs qui démontrent à suffisance que Maurice Kamto fait l'objet d'un acharnement politique. Et il faut dire à ses partisans de ne point être démobilisés parce qu'il y aura un recours devant le Conseil constitutionnel. Si on l'espère, dira le droit. Professeur Abayono, pour votre importante contribution dans le cadre de ce grand débat dominical. Professeur Nkongwano, je pensais que vous aviez fini. Non, j'avais la parole. Je veux donner la parole maintenant au professeur Abaybek, qui n'est pas là pour le décor. J'étais à la moitié. Il vous reste une minute alors. Ça pas 2 minutes puisque j'étais coupé par le d'abord doublé. Tu étais oui. Tu as 2 tours de table. Je comprends. Toi seul. Je suis en train de dire que vous aviez fini avec l'éclairage juridique. Non, écoutez, vous êtes en train de me perturber. Non, alors moi je vous aide plutôt. Puisque c'est vous qui étiez perdu. Vous aviez fini avec l'éclairage juridique et maintenant vous vouliez parler du système. Vous voyez que je vous aide. Alors, pour revenir justement à l'acharnement. Cet acharnement qui est parti de ce que le calendrier électoral prévoyait très bien que l'élection municipale et législative allait avoir lieu avant l'élection présidentielle. Ça veut dire que même si le MRC, en n'allant pas aux élections avec Maurice
Kamto en 2020, ils avaient la possibilité de se rattraper au regard des dispositions légales. Mais je parlais tout à l'heure de roubladise institutionnelle. Savons-nous que en 1996, le calendrier électoral avait été verrouillé en ce sens que on ne pouvait déplacer, c'est-à-dire prolonger les mandats des candidats, des députés et des conseillers municipaux qu'en cas de crise grave. Ça, c'est ce que disait la norme constitutionnelle en 1996. Et vous savez très bien que au Cameroun, en 2008, il y a eu un coup d'État institutionnel qui a permis aujourd'hui à M. Paul Biya d'être encore au pouvoir aujourd'hui, en levant le verrou de la limitation. Il y a eu un autre coup d'État institutionnel parce que avant 2008, on prévoyait que le mandat des juges du Conseil constitutionnel était de 9 ans. C'est-à-dire largement au-dessus du temps prévu pour le mandat présidentiel. Ce qui donnait une large liberté aux juges du Conseil constitutionnel. Le coup d'État dont je parle a consisté à mettre les membres du Conseil constitutionnel sous le joug du pouvoir exécutif. Et je dis donc que c'est cette roubladise qui a permis en 2008 de dire que désormais le pouvoir exécutif, à travers des mécanismes qui sont prévus dans la Constitution, pouvait proroger le mandat des conseillers municipaux et des députés simplement à travers une disposition qui consacre quasiment l'arbitraire. On a ajouté à l'article 14 de la Constitution le terme, au départ on ne peut prolonger ou demander la prorogation qu'en cas de crise grave. Et en 2018, patatras, on ajoute même lorsque les circonstances l'exigent. Ça veut dire que même on peut simplement estimer qu'il fait un peu trop froid ou qu'il a un peu trop plu ces derniers temps pour qu'on proroge le mandat des conseillers municipaux et des députés, violant ainsi l'équité dans le respect du calendrier électoral. Merci, c'est là que je parle de... On vous a compris, permettez à... J'en finis. Lorsque le régime en place aujourd'hui s'est rendu compte de ce que le MLC et Maurice Kamto ne sont pas allés aux élections de 2020, qu'est-ce qu'on a fait? On a simplement utilisé cette arme dans ce que j'appelle la roubladise, qui rejoint ce que je dis, l'acharnement, la kamtophobie, la persécution de celui-là qu'on ne veut pas voir présent à cette compétition électorale. Merci. Et je le dis avec force, il est bon que les règles d'abord soient équitables. Il faut que dans une démocratie, qu'on puisse permettre aux uns et aux autres de pouvoir compétir. Qu'on les batte pendant la compétition électorale, au lieu de jouer à ce petit jeu. On vous a compris. Nous allons passer la parole au professeur Baebek. Il y a le professeur Wanangini qui lève le doigt. Il y a également Elimbi Lobe qui s'impatiente, alors que Blaireau n'a même pas encore eu son tour de parole. Alors, professeur Jean Baebek, une question à deux volets. Première chose, est-ce que c'est 2020, au-delà de tout, qui rattrape le professeur Kamto, ou alors c'est le régime qui est à la manœuvre? Il faut d'abord que tu me donnes assez de temps, parce que ça fait 2 tours de table, moi je n'ai pas parlé. Allez-y, professeur Baebek. Je suis devenu un pot de fleurs ici. Allez-y. D'accord, merci beaucoup. Je veux dire que ce n'est pas... Tu demandes si c'est le régime. Oui, ou alors c'est 2020 qui rattrape Kamto. Ce n'est pas la seule chose que le régime fait. Je vous ai dit ici que je vous ai démontré que le régime a dépassé l'UPC. Ce régime qui a dépassé l'UPC
Qu'est-ce qui lui empêche que lorsqu'il y a 3 candidatures, il aide et les campagnes? À trouver le consensus sur un des 3 candidats, à sélectionner, on va dire, le plus qualifié. Puisqu'il s'est dépêché, Anzé avait dit ça. J'ai dit ça ici mercredi à un truc. C'est Anzé est parti couper l'UPC, l'UPC. Lorsque Mitterrand et Dia ont dit qu'on va intégrer l'UPC. Sadi, lui, il a réuni le comité provisoire en 2014. Moulinet, lui, il est venu diriger au point à nommer. Pourquoi on ne peut pas dire que, ok, maintenant, selon les thèses de l'UPC, et quand je regarde les 3 candidats de l'UPC, je pense que c'est celui-ci, et se débrouiller à faire, à mettre la paix. Puisque c'est lui à question. Donc si je te comprends, non, je ne sais pas. À l'UNES ou aux institutions, de choisir le bon candidat de Attends, mais oui, Non, on doit parce que c'est lui qui a créé le problème. Qui est le plus D'accord? respectueux de la norme C'est lui qui a juridique. créé, c'est le régime qui a créé le problème. Et on sait de façon très objective qu'il a créé ça récemment en nommant. Ok? Donc la question de la persécution et de la phobie. Et il y a une persécution UPC et il y a UPC phobie.